Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'INSP où se déroule la journée de restitution des résultats de l'enquête sur la prévalence du diabète en milieu universitaire. Qui dit multifactoriel, c'est-à-dire la prise en charge sera multidisciplinaire. Pas de classification spécifique au diagnostic avant, mais actuellement, c'est une maladie à part entière. Donc, qui dit maladie à part entière, c'est-à-dire elle a un code dans les classifications internationales, que ce soit par la CIM-10 ou la CIM-11. Avant, on parlait d'une approche essentiellement comportementale, c'est-à-dire manger moins, bouger plus, c'était plus ou moins restreint. Mais actuellement, on parle d'une approche médicale et pluridisciplinaire en matière de tous les facteurs qui peuvent influencer justement cette obésité, la nutrition, l'activité physique, etc. Donc c'est un schéma qui incarne, à mon avis, qui incarne bien justement cette complexité de cette maladie. Vous le voyez bien, plusieurs facteurs vont interagir en même temps pour engendrer les problèmes liés au surpoids. Que ce soit les facteurs génétiques, la production alimentaire, on parle aussi du microbiote, on parle de l'alimentation, de l'activité physique, plein de facteurs qui vont agir. On parle justement de cette complexité multifactorielle. L'impact sur la santé. Les conséquences sont multiples et néfastes. En fait, tous les systèmes de l'organisme humain peuvent être touchés et impactés par l'obésité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire qu'il peut y avoir des complications graves et tout l'organisme peut être touché, que ce soit du système cardiovasculaire, au système respiratoire, etc. Et qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. Quelle est la situation épidémiologique dans le monde? Alors cette carte, elle montre de fortes disparités mondiales. Donc c'est une carte qui incarne la situation épidémiologique mondiale, mais là, chez l'adulte. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, que pour comparer, c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas facile de comparer des chiffres entre tel pays entre tel pays et un autre. Pourquoi? Parce que pour comparer, il faut quand même que l'étude qui a été menée ait utilisé la même méthodologie, qu'on parle de la même tranche d'âge pour pouvoir comparer. Hein, c'est logique. Mais de façon globale, donc il y a des disparités dans le monde. Le taux d'obésité varie de 10% jusqu'à 40%. Les pays à revenus élevés affichent souvent des taux les plus élevés, mais pas que. Il y a des pays qui sont à revenus intermédiaires où l'obésité est en pleine ascension. Bonjour, vous êtes médecin épidémiologiste. Vous venez de présenter les résultats de l'enquête de prévalence de l'obésité. Du surpoids et de l'obésité. En milieu universitaire, et vous avez attiré la sonnette d'alarme. Tout à fait. Donc l'Institut national de santé publique, qui est l'organisme national de référence pour mener des études en santé publique, a réalisé donc une enquête épidémiologique transversale, étiologique, qui a pour objectif d'estimer le taux de prévalence du surpoids et de l'obésité en milieu universitaire, donc au niveau chez la population estudiantine âgée de 18 à 24 ans, et ce dans la wilaya d'Alger, dans les cités universitaires de la wilaya d'Alger. Donc 11% de nos étudiants à Alger sont obèses. 11,3%. Cette enquête a révélé un taux de prévalence de 11,3% d'obésité chez les étudiants. C'est inquiétant ce chiffre? Alors, je ne dirais pas inquiétant, mais plutôt il est intéressant de se pencher sur ce chiffre parce que l'Algérie est en pleine transition nutritionnelle. C'est vrai qu'en comparant ce chiffre à d'autres pays, il est moindre, il est plus faible que d'autres pays, mais ces pays, justement, ils sont passés par la même période que nous. Il y a eu donc une tendance épidémiologique qui était à l'augmentation, mais ces pays ont réagi et ont mis en place des stratégies de prévention, justement, basées sur des données d'études fiables et robustes, avec
basée sur une méthodologie donc, rigoureuse. Donc ce chiffre, oui, je dirais inquiétant. Il est inquiétant. Pourquoi? On devrait s'inquiéter parce que pour réagir justement, pour faire ressortir d'autres chiffres dans d'autres populations. Il faut savoir que pourquoi on s'est intéressé à l'étudiant, parce que l'étudiant d'abord c'est l'adulte de demain, c'est le citoyen adulte de demain, et c'est une population en pleine transition qui acquiert à l'université des modes et des comportements, donc une hygiène de vie qui n'est pas forcément en faveur de sa santé. Des facteurs donc, de risque liés au comportement. Justement, cette enquête, j'anticipe peut-être une question qui va venir. Donc, il y a des facteurs de risque que cette enquête a révélés. Justement, des facteurs liés au comportement, comme le grignotage et donc la consommation de fast-food. On le voit bien au niveau des universités. Si la cantine n'est pas attrayante, si les repas qui sont servis au niveau des cantines ne sont pas forcément bons, où voilà, l'étudiant va, si vous voulez, auprès de ces fast-foods qui sont... même, il faut éviter aussi les distributeurs. Il y a des distributeurs au niveau des universités qui servent donc de l'alimentation malsaine. Donc, ils vont justement manger dans les fast-foods et ce n'est pas forcément l'alimentation qui va être en faveur de leur santé. Donc, il y a un autre facteur de risque qui est ressorti, c'est l'activité physique, donc la sédentarité. Les étudiants sont souvent donc, sous stress. Ils sont stressés, ils n'ont pas le temps de faire donc, de l'activité physique, ils sont souvent sur PC, sur ordinateur, donc ils sont toujours assis si vous voulez, ils ne font pas assez de marche, d'activité physique, surtout régulière. Hein. Il faut faire de l'activité physique régulière. Et généralement, quand on est assis, on grignote et on mange. Donc, si vous voulez, c'est des facteurs qui sont quand même qui interagissent donc, entre eux. Voilà. Donc, cette enquête va nous permettre de mettre en place une stratégie sur quoi on doit agir immédiatement. Alors, bien sûr, j'espère donc avec cette journée de restitution des résultats, après discussion et débat, on va ressortir avec des recommandations. Il y a des recommandations que l'Organisation mondiale de la santé recommande de réaliser. Il faudra faire une promotion de l'alimentation saine au niveau de l'université. Il faudra se pencher sur cette problématique des cantines. Il faut que les cantines servent des repas sains, de bons repas pour que justement éviter à l'étudiant d'aller se servir au niveau des fast-foods. Il faut promouvoir l'activité physique. Promouvoir l'activité physique, oui, mais comment? Il faudra donner donc au niveau, favoriser au niveau de ces universités un environnement qui ne soit pas obésogène, avoir des infrastructures pour faire de l'activité physique, donc des espaces dédiés au sport. Et puis, concernant aussi l'éducation, on parlait avant Tadbiya Sahhiya, qu'on faisait, que l'Algérie était parmi donc les pays les plus forts au monde dans ce domaine. Donc, il faudra revenir vers cette notion d'éducation nutritionnelle, éducation à la santé, organiser des journées régulièrement au niveau des universités pour communiquer autour de cette problématique. Et puis, il y a aussi le dépistage. Il faudra offrir à l'étudiant, si vous voulez, un cadre médical au niveau de l'université pour qu'il puisse, si vous voulez, être surveillé du point de vue donc IMC au niveau de son poids et avoir des conseils dans ce sens et le mesurer, je bègue. C'est-à-dire juste voilà, faire de la surveillance médicale, tout simplement. Voilà, surveillance. Vous dites que selon les projections d'ici 2030, 40% je préfère que c'est une projection de la Fédération internationale d'obésité. Je préfère ne pas. Trop alarmant. C'est trop alarmant, mais voilà, il vaut mieux ne pas. Mais bon, c'est une donnée, c'est une vraie donnée, mais c'est trop alarmant. Je vous conseille de ne pas. Parce qu'il met quand même l'idée de la femme, l'Afrique, la femme algérienne sera la plus obèse de toute l'Afrique. Voilà. Est-ce que maintenant c'est une projection de la World Obesity, de la Fédération internationale d'obésité, mais je préfère que vous le... On termine par des recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez, docteur, pour, on va dire, limiter le surpoids et l'obésité dans la population générale? Alors, dans la population générale, je pense que les recommandations se rejoignent. Hein. On parle toujours,
justement, pourquoi on fait ces études? Pour faire ressortir ce qui ne va pas, pour faire ressortir ces facteurs de risque et agir sur des facteurs de risque. On parle aujourd'hui de recommandations ciblées. Ciblées sur la base de quoi? Sur la base de ces études. Parce que oui, il est bien beau de dire je vais attaquer l'alimentation malsaine, laquelle, oui. C'est trop vague, donc il faudra faire des études, faire ressortir des risques dans des populations. Par exemple, l'année dernière, on a réalisé une enquête sur l'obésité infantile et on a fait ressortir des facteurs de risque spécifiques aux enfants. Idem pour cette enquête, on a fait ressortir donc des facteurs de risque liés à l'étudiant. C'est ce qu'il faudra faire. Maintenant, on a fait ressortir deux facteurs comportementaux, deux facteurs de risque comportementaux liés au grignotage et donc au fast-food. Là, il faudra faire appeler surtout, parce que ce n'est pas juste une problématique du ministère de la Santé, c'est aussi les autres secteurs. Par exemple, pour les espaces verts, les espaces dédiés donc au sport, il faudra que le ministère donc, de l'Environnement, c'est une problématique complexe, et qui dit complexe, donc elle est multisectorielle, donc c'est tout le monde qui doit... Voilà, de façon générale, et puis je mets aussi l'accent sur la formation. Dire que oui, on va faire de la promotion au niveau de l'université, promotion de l'alimentation saine, promotion de l'éducation. Là, il faudra former les personnes qui vont aller vers ces étudiants. Il ne suffit pas forcément d'être médecin, c'est-à-dire un médecin peut connaître donc, voilà, cette promotion de l'alimentation saine, mais il n'a pas peut-être les compétences en communication. C'est pour ça que je mets l'accent sur la formation en communication de la santé pour former des personnes qui vont justement toucher l'étudiant par des outils, des canaux de communication efficaces. On parle d'un plan national de nutrition. Comment on peut le mettre en place? Ça, c'est le ministère. Ministère de la Santé? Là, je ne peux pas, parce qu'il y a un comité d'experts, voilà, je préfère ne pas, oui. Ce n'est pas l'INSP.